grand dialogue. Sigika Foba. Edouani Wamakara. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Quel avenir pour l'aménagement au Mali? C'est le thème du grand dialogue qui sera abordé au cours de ce débat. Parmi les trois options proposées par le secrétaire général des Nations Unies concernant la reconfiguration de l'aménagement, aucune ne répond aux attentes du Mali qui sont principalement d'ordre sécuritaire. Cette déclaration est d'Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, lors d'une rencontre avec le corps diplomatique accrédité au Mali hier. Quel avenir pour l'aménagement? À quelques semaines du renouvellement de la mission onusienne, l'incertitude demeure. Quelle analyse de la situation? À quoi faut-il s'attendre? Studio Tamani pose le débat. Nos invités, Alpha Al-Hadi Koina, géopolitologue et expert de groupes extrémistes au Sahel, Bakabini Keïta, directeur de l'Observatoire du pouvoir et de la société, Paul Oula, analyste sécuritaire, consultant et chercheur. À la présentation, je suis Mrana Kilomaïga, invité, auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Devant l'ensemble du corps diplomatique et consulaire ainsi que les représentants des organisations internationales accréditées au Mali, le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a déploré les propositions faites par les Nations Unies sur la reconfiguration de l'aménagement. Suivant sa réaction. Suivant sur l'aménagement, donc le Conseil de sécurité, comme vous le savez tous, prendra une décision le mois de juin prochain sur son avenir. À ce sujet, le gouvernement n'a pas fait mystère de sa forte réserve sur les trois options proposées par le secrétaire général concernant la configuration de l'aménagement, car de notre point de vue, aucune de ces options ne répond aux attentes du Mali et aux besoins des Maliennes et des Maliens, surtout des besoins en matière de sécurité. Donc le Mali n'a rien contre qui que ce soit, mais nous voulons vraiment nous assurer que toute option que nous prendrons va nous aider à sortir de la situation actuelle et à chercher des solutions. C'est dans cet état d'esprit que le Mali s'est engagé de bonne foi et de manière constructive avec les Nations Unies pour la revue stratégique interne pour pouvoir prendre en charge. Je crois que vous connaissez les options. Je rappelle ces options. La première option proposée par les Nations Unies supposerait une augmentation des effectifs de plusieurs milliers de casques bleus. La seconde consisterait à reconfigurer la mission en gardant les effectifs actuels, mais en fermant des bases dans les régions de Tombouctou et Kidal pour rediriger des casques bleus vers Meneka et Ansongo. La troisième option, plus radicale, il s'agirait de remplacer la mission de maintien de la paix par une mission politique sans casque bleu. Bakabini Keïta, en quoi une telle réadaptation est utile pour le Mali qui fait face à une situation sécuritaire? Je pense que la question c'est de savoir d'abord si c'est utile ou pas pour le Mali. Vous avez écouté le ministre des Affaires étrangères et il a dit qu'aucune des options ne fait l'affaire du Mali. Et moi, en tant qu'analyste, ce qui est parmi les trois options, évidemment, quand on essaie de voir surtout la troisième option, à savoir la réduction de la mission de l'aménagement en une mission politique. Donc, si vous voulez, la suppression de la dimension sécuritaire, donc au profit exclusivement de la dimension politique. Et c'est inquiétant, à la fois curieux. Inquiétant parce que, imaginez, vous-même vous l'avez dit, que le Mali fait face à une insécurité de laquelle nous peinons à nous remettre depuis plus de 10 ans. Donc nous sommes dans cette situation. Il y a juste, je crois, quelques jours ou quelques semaines. Donc il y a eu des événements assez douloureux, notamment la tentative d'attaque du camp de Sévaré, qui a été très rapidement maîtrisé par les forces de défense et de sécurité. Donc face à cette situation, la réponse envisagée par les Nations Unies, à savoir notamment le dernier point surtout, réduire la mission donc à une mission politique, c'est curieux. Moi je me pose la question en ce moment, quel est le vrai enjeu et donc de l'aménagement pour notre pays.
Est-ce que comme j'ai le grand principe, je le rappelle, de la politique occidentale, notamment des puissances occidentales, il faut dissocier ce qu'ils appellent la politique intérieure de la politique extérieure, donc la politique internationale. La politique intérieure, effectivement, est basée sur la démocratie, les droits de l'homme. La politique extérieure est basée sur la ruse, et parfois même la force, déguisée en droit international. Et donc, je pense que je vois dans tout ce qui est en train de se passer depuis l'arrivée de l'AMINUSMA jusqu'à aujourd'hui dans notre pays, je vois effectivement cette manipulation, ces stratagèmes de la part effectivement des puissances étrangères. Ce qu'on dit, on ne fait pas ça, et ce qu'on fait, on ne dit pas ça. Et donc, nous sommes dans cette logique depuis l'arrivée donc, de l'organisation. Je ne suis pas en train de dire que rien de positif n'a été fait. Évidemment, on va me dire que l'AMINUSMA donne de l'emploi des Maliens, l'AMINUSMA apporte du soutien au gouvernement, l'AMINUSMA apporte du soutien aux soldats maliens, il leur apporte de l'eau, ça je connais tout ça. Mais fondamentalement, donc si on essaie de faire le rapport de ce que l'AMINUSMA fait en termes de biens et de ce qu'elle a fait en termes de mal, de stratagème, de manipulation, de subterfuge, donc pour faire en sorte que notre pays puisse rester sous la domination des puissances occidentales. Donc nous ne sommes pas bêtes, nous comprenons ce jeu-là, même si tout ce qu'on fait, on ne le dit pas, même si tout ce qui est fait n'est pas dit. Donc nous avons un esprit pour analyser, pour comprendre. Je crois qu'il y a ce jeu-là qui est derrière. Donc garder la main sur le Mali. Garder la main sur le Mali, pour Bakabini Keïta, c'est inquiétant, à la fois curieux. Est-ce que vous partagez son analyse? Ok, merci beaucoup. Alors, moi personnellement, en fait, en essayant d'analyser un peu, disons, la réaction du ministre des Affaires étrangères, son Excellence Diop, sincèrement, je vois en fait d'une manière ce qu'en réalité le plus souvent le Malien lambda ressent un peu d'une manière. Parce que quand tu essaies de demander un peu la population te dira certainement que en fait, l'aspect sécuritaire n'est pas là. Donc je ne vois pas pourquoi en fait, c'est que l'AMINUSMA doit rester. Mais au-delà de tout cela, en fait, il faut d'une manière essayer de voir que c'est vrai. Avec M. Keïta, je suis d'accord sur certains points. D'une manière, quand on essaie de voir l'aspect curieux d'une mission politique, que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être que ça pourrait être intéressant, mais ça pourrait aussi, d'une manière, si on essaie de voir un peu, même s'il est vrai que la présence des 13 000 militaires qu'on a ici, casque bleu, en fait, n'assure pas en réalité la sécurité en tant que telle, mais il faut reconnaître que c'est un peu dissuasif. En fait, si on essaie de voir en fait, les bases militaires, quand il y a plus de bases militaires dans certaines zones, on voit que les groupes extrémistes ont tendance un tout petit peu à réfléchir 2 fois avant d'attaquer. Même si, en fait, c'est que ces gens-là, c'est vrai qu'ils sont un peu... L'AMINUSMA est dans leur base, mais ils apportent quand même parfois des soutiens, comme il l'a dit, en fait, à l'armée ou bien surtout à la population. Donc, en fait, c'est que moi, personnellement, si je dois... C'est vrai que les 3 propositions, en fait, ne me semblent pas des propositions vraiment qu'on attendait plus. Mais c'est vrai que en fait, la lumière courait depuis un certain nombre de temps. Nous, Maliens, en fait, ce que le Malien, le plus souvent, attendait un peu une mission un peu plus robuste, qui inclurait un tout petit peu plus l'aspect sécuritaire, un peu plus des soldats qui pourraient un peu combattre. Mais il faut reconnaître que en fait, c'est que la mission si on essaie de voir un peu le mandat de la mission, on verra aussi que c'est une mission de maintien de la paix. Donc c'est une mission donc, qui, d'une manière, n'a pas but à remplacer un peu l'armée.
mais vient un peu en appui à l'armée sur certains trucs. Donc en fait, ce qu'on attend de l'amunissement, en réalité, l'amunissement ne peut pas faire ça. Ouais. Si on se dit la vérité, parce qu'il faut toujours se référer un peu au mandat pour un peu comprendre les choses. Mais un peu, en fait, c'est qu'on aurait quand même souhaité en fait qu'il y ait un peu un changement dans la mission de l'amunissement, parce qu'on voit que malheureusement, les missions des Nations Unies perdurent dans beaucoup de zones, mais en fait, c'est qu'il y a beaucoup de carences aussi. Donc, on aurait souhaité quand même que ça change, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais dans les mots aussi, il faut choisir les moindres. Peut-être bien, quelqu'un dirait un peu que la mission n'a qu'à aller. Moi, je suis pas, en fait, je ne m'inscris pas dans cette liste-là. Je pense que, en fait, c'est vrai que la mission a beaucoup de carences, mais il serait plus intéressant d'essayer de voir soit une augmentation, soit un statu quo. Quand même, mais en essayant de faire certaines réflexions sur une modification pour qu'elle puisse agir en cas d'attaque. L'amunissement ne peut pas faire ce qu'on attend d'elle, selon les explications d'Alpha Al-Hadi Koïna. Et c'est inquiétant, à la fois curieux, selon Bakabini Keïta. Selon vous, une telle réadaptation est utile pour le Mali? Ok, merci M. Imran Maïga. Au fait, moi, contrairement à mes prédécesseurs, moi je pense très sincèrement qu'on ne peut pas avoir plus par rapport au mandat qui est attribué à l'amunissement. Je m'en vais vous expliquer. Mon co-débatteur a parlé du renforcement du mandat de l'amunissement. Bon, depuis 2013 jusqu'à maintenant, près d'une décennie, on est en train de parler que l'amunissement doit être doté des mandats robustes. Je m'en vais vous surprendre. Est-ce que vous savez que actuellement, c'est un point de vue, le mandat qui est attribué à l'amunissement, ce mandat est sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà, que le mandat, il est robuste. 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mandat contient aussi des casques bleus. Maintenant, là où il se trouve le hic, c'est quoi? C'est que l'amunissement qui est au Mali actuellement est une mission multidimensionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une mission qui a pour objectif, pas seulement de lutter contre les groupes terroristes, pas du tout. Contrairement à ce que les gens disent, l'amunissement n'a pas vocation à lutter contre les terroristes. Premier élément. Elle n'a pas aussi vocation à appuyer les forces de défense et de sécurité dans la reconquête du territoire national. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, l'amunissement est là uniquement pour assister le Mali sur le plan politique. Vous avez le volet humanitaire, le volet conseil, comme il a dit, le volet état de droit, ainsi de suite, ainsi de suite. Là où il y a eu l'erreur, c'est quoi? C'est que depuis 2013, les autorités de la transition ont réellement péché. Pourquoi? En voulant faire venir, d'abord, avant l'amunissement, c'était une coalition internationale des États africains qui était à l'époque dirigée par la CEDEAO. Vous parlez des autorités de la transition de 2013. De 2013. Sous la houlette de l'amunissement, qui, à la limite, par la suite, est devenu l'amunissement. Alors, si aujourd'hui, la crise qui sévissait dans la partie septentrionale s'est métastasée vers le centre, ça veut dire que d'une part, le mandat de l'amunissement n'est pas adapté dans le contexte sécuritaire actuel du pays. Les guerres terroristes sont des guerres asymétriques. C'est des guerres dans lesquelles on ne peut pas du tout impliquer une force onusienne. Pas du tout. Une force qui est censée s'interposer entre les forces
de défense et de sécurité et les groupes terroristes. Tout le monde sait que dans les guerres asymétriques, on dit que l'ennemi est invisible. Lorsque l'ennemi est invisible, alors les forces de défense et de sécurité onusiennes vont s'interposer entre qui et qui. C'est là où il y a ce que M. Bakadimi parle de ruse. S'il y a une sournoisie diplomatique, c'est dans ce sens-là. Ce n'est pas parce que aujourd'hui qu'on n'a pas les résultats escomptés qu'on peut dire que l'aménagement n'a rien fait, pas du tout. C'est parce que l'aménagement en tant que force onusienne et le contexte sécuritaire qui sévit au Mali ne riment pas du tout. Il n'y a pas une adaptation entre le mandat de l'aménagement et la guerre asymétrique. Autre élément, vous savez qu'il y a une fourberie internationale qui sévit autour du concept terroriste. Sur la scène internationale, les terroristes ne sont pas traités sur le même pied d'égalité. Regardez en Chine, Bachar al-Assad est en train de mater les terroristes. Entre-temps, vous avez d'autres puissances occidentales, internationales, en train de soutenir ces mêmes terroristes contre un régime. Et ces mêmes groupes terroristes qui sont en train de se battre avec le régime al-Assad, aujourd'hui, ont eu des ramifications dans tout le Sahel. Et encore, vous trouvez encore ces mêmes communautés internationales en train de militariser le Sahel pour dire en quelque sorte qu'ils sont en train de combattre encore ces mêmes terroristes. C'est là où je parle de fourberie. Maintenant, autre élément, les 3 options qui ont été proposées par le secrétaire général des Nations Unies, moi je pense que c'est peine perdue. Parce que réellement, actuellement, le secrétaire général sait très bien que, ils se sont rendus compte que le mandat qui a été attribué à l'aménagement ne s'y est pas avec le contexte sécuritaire, ce qui veut dire que ils ont lamentablement échoué. Premier échec, un échec très patent. Donc vous voulez dire que depuis le départ, c'était un mandat politique. C'était un mandat politique. Et non un mandat de maintien de paix. De maintien de paix. C'est pourquoi quand je vois les gens en train de dire qu'il faut attribuer un mandat robuste à l'aménagement. Actuellement, le mandat est sous le chapitre 7. On ne peut pas avoir plus que le chapitre 7. On ne peut pas avoir. Donc, maintenant, les options qui ont été proposées par le secrétaire général des Nations Unies, parmi ces 3 options, moi je trouve que toutes les 3 options ne constituent pas des réponses ciblées. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Le premier élément, il avait parlé par exemple de l'augmentation des effectifs. Les forces onusiennes qui sont là, lorsque ces forces ne combattent pas, est-ce qu'aujourd'hui, il sied mieux encore d'augmenter leur effectif? Ça, augmenter dans ce contexte serait synonyme de faire la propagation de l'insécurité dans tout le Mali. D'accord. Deuxième élément, je vais juste clôturer. Deuxième élément, garder l'effectif, mais fermer les bases à Tombouctou et au niveau de Kidal. Ça ne va pas du tout résoudre. Maintenant, pour juste clôturer, il a parlé de la mission politique. Vous savez que les questions faisant allusion aux missions politiques attribuées aux forces onusiennes, l'expérience a été faite, par exemple, en Haïti, en 1997, en Namibie, en 1991. Les résultats, 0. Est-ce que dans ce sens-là, on va encore s'entêter pour renouveler le mandat et de réadapter à un contexte politique qui ne s'y est pas? Moi, je suis très sceptique là-dessus. Pour le Mali, c'est le paradigme même de l'aménagement qui ne répond pas à la situation sécuritaire du pays, d'où la nécessité de réadapter la mission au contexte sécuritaire, selon le ministre Diop, que nous allons encore suivre. Nous sommes dans une situation de menace terroriste et nous avons une opération de maintien de la paix dans une zone où il n'y a pas de paix à maintenir. Donc le problème fondamental, c'est le paradigme. Si l'objectif même de la mission, c'est de dire qu'on est là pour protéger les civils. Mais comment on peut protéger les civils si on n'a pas la capacité de confronter les menaces contre les civils qui sont des menaces terroristes? Donc pour nous, fondamentalement, tant qu'on ne regarde pas ce problème de fond et qu'on trouve des réponses par rapport à ce problème de fond, en attendant, nous comptons sur les forces de défense et de sécurité aujourd'hui qui prennent en charge la menace terroriste. Et toute option qui doit venir doit s'inscrire
dans le cadre désormais de ce paradigme national qui est trouvé pour pouvoir prendre en charge. Je ne dis pas que tous les problèmes du Mali sont des problèmes de sécurité, non. Mais sur ce point en particulier, le mandat, c'était vraiment ça, aider le pays à restaurer son autorité sur l'ensemble du territoire. Donc on a un problème. Je vous donne la latitude de répondre à la question posée par le ministre dans son intervention. Comment peut-on soutenir une population sans être capable de combattre le terroriste? Oui, justement, c'est-à-dire, je ne sais pas si les gens se comprennent par rapport au fait que les gens demandent à grossir le mandat de l'AMISMA. Je pense qu'ils ne demandent pas à sortir du chapitre 7, mais on peut endurcir ou solidifier le chapitre 7. On pense que les gens trouvent que le chapitre 7, tel que formulé dans notre cas, est faible. Donc par rapport n'est pas à la hauteur de la menace qui pèse sur notre pays. Donc c'est pourquoi les gens parlent de mandat robuste. C'est-à-dire que lorsqu'ils parlent de mandat robuste, c'est donner la capacité donc, aux forces onisiennes de pouvoir lutter contre les forces du mal. Et je pense que c'est ça qu'ils appellent mandat robuste. Et je crois que, on va dire que ça, ce n'est pas possible. Mais paradoxalement, c'est pourquoi je dis, vous ne pouvez pas comprendre la situation qui est en train de se jouer dans notre pays depuis 10 ans si vous ne partez pas du principe que, pour les Occidentaux, de façon générale, la politique extérieure est bâtie à partir de la ruse et de la force, évidemment déguisée en droit international. Et l'ONU et toutes les missions qui se situent dans ce cadre-là, évidemment, nous sommes dans le cadre du droit international. Mais vous avez vu, en Côte d'Ivoire, contre Gbagbo, les forces françaises, évidemment, sous la résolution du chapitre 7 des Nations Unies, intervenir pour déloger un président. Et pourtant, on dit qu'ils sont là pour s'interposer entre les forces en lutte. Donc, s'il s'agit de s'interposer, est-ce qu'ils ont le droit d'intervenir contre un camp au profit d'un autre camp? Même si c'est effectivement deux camps politiques qui s'affrontaient, mais ce n'était pas seulement deux camps politiques, c'était aussi deux camps militaires. Donc, on empêchait certains militaires à agir dans le cadre de la Côte d'Ivoire. C'est juste un rappel, sinon je sais qu'il y a eu plusieurs missions des Nations Unies à travers le monde. Mais si vous essayez de faire un rappel de tout ça, le problème c'est que ces missions-là ont été plus des problèmes pour ces pays que des succès, que des avantages. Les missions des Nations Unies n'ont jamais été à l'avantage d'un pays. Vous pouvez me citer un seul. Il n'y en a pas du tout. Il a parlé tout de suite du cas de Haïti. Mais les Nations Unies ont duré en Haïti plus de 15 ans. Ils ont fait 15 ans. Dans un premier temps, après, ils sont revenus encore. Je ne sais pas, la MINUSIST jusqu'à la MINISTA. MINISTA, munitions multidimensionnelles de stabilisation de la Haïti. Donc, vous voyez, on voit que... Prenez le cas du Congo aussi, notamment la RDC. Oui, mais la MONUSCO, les Nations Unies sont en Congo depuis 1960. Mais ça a changé quoi? Moi, je ne suis vraiment pas contre. Mais le problème, c'est que, très généralement, quand vous voyez les Nations Unies intervenir, mais parce que les Nations Unies, il faut aller aussi à l'origine des Nations Unies. C'est quelques pays qui l'ont fait et c'est quelques pays qui mènent cette organisation. La preuve est là, puisque c'est 5 pays qui ont le droit de veto. Donc, qui prennent les décisions. Que les autres pays veulent, qu'ils ne veulent pas. Si ces 5 pays veulent que ça soit comme ça sera comme ça. Et si un des pays ne veut pas, donc ça ne sera pas le cas. Mais ils ont aussi des moyens, les puissances occidentales, de détourner. Vous avez, notamment l'intervention en Irak. Les alliés même des États-Unis l'ont lâché parce qu'il y avait des affaires, notamment la France avait un marché d'achat de Rafale avec Saddam Hussein, 400 Rafales. Donc, puisqu'il y avait ce marché, ils se sont opposés. Ils ont fait usage de leur droit de veto pour empêcher les États-Unis d'intervenir dans le cadre des Nations Unies. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont intervenu autrement.
Ils ont contourné les Nations Unies, ils sont intervenus en Irak. Ils sont allés prendre le gars, cueillir le gars dans un trou, et puis aller le pendre le jour de la fête même. Le monde entier se rappelle de ça. Donc, oui. Antonio Guterres avait annoncé qu'une opération de maintien de la paix n'est ni une armée, ni une force antiterroriste, ni une agence humanitaire. C'est un outil qui vise à créer un espace pour une solution politique nationale. Est-ce à dire qu'on tend vers un bras de fer entre le Mali et les Nations Unies? Non, bras de fer, je pense que ça sera le cas lorsque les Maliens eux-mêmes ne s'entendent pas. Tout dépend des Maliens et de leurs dirigeants. Il n'y a pas de bras de fer. Il y a dans l'histoire, peut-être les gens peuvent penser qu'on n'a jamais cessé les missions onusiennes dans un pays. Mais dans beaucoup de cas, les missions onusiennes ont été... Le cas le plus célèbre, c'est le cas du Rwanda. Les Rwandais les ont chassés. Mais ça n'a pas empêché que les Rwandais s'entretuent entre eux jusqu'à hauteur d'1 million ou sinon même plus de millions de vies humaines se sont massacrées entre elles. La mission des Nations Unies n'a pas empêché ça. Donc moi je pense que ça sera le cas si lorsque les Maliens ne s'accordent pas, ne se comprennent pas. Et moi je pense que la majorité des Maliens, je n'ai pas fait une statistique, mais aujourd'hui il est clair qu'aujourd'hui nous ne sommes pas dupes. Les Maliens ont pris conscience. Tout le monde est devenu aujourd'hui au Mali un géopoliticien. Tu vas dans le, au tréfonds du Mali, comme je ne dirais pas le nom d'un responsable qui le rappelait l'autre jour, là. Notamment il a cité un village de Bafoulavé, Bagourfata. Tu vas à Bagourfata aujourd'hui, tu parles de cette affaire, mais il te dira les mêmes données que nous qui se considérons être au parfum de la science. Donc ils comprennent ce qui se passe. Les gens, quand ils leur parlent dans une langue qu'ils comprennent, même si ce sont des paysans, ils comprennent ce qui se passe. Et tout le monde voit ce qui est en train de se passer là. C'est des pays qui sont derrière la mission. Ce sont des pays qui sont derrière cette mission onusienne, qui manipulent tout. Même le fameux rapport dont on parle. Mais c'est évident que il y a une manipulation sans jambage. Il faut être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître que, sincèrement, il est temps. Moi je l'ai dit, personnellement, ça va dépendre des dirigeants maliens. Il faut qu'ils aient le courage vraiment de demander, d'écrire, de renoncer en tout cas au renouvellement du mandat de la mission. Heureusement qu'on a un géopolitologue avec nous sur ce plateau. Les autorités de la transition malienne sont-elles en mesure de demander à court terme le départ de la MINUSMA? Effectivement, en fait, les autorités ont pratiquement le droit, ils peuvent le faire, de demander un peu le départ de la MINUSMA à tout moment. Et ça, c'est quelque chose qui peut être fait. Mais il faut dire qu'en fait, en réalité, si on essaie de voir maintenant, il y a plusieurs personnes qui pensent qu'en réalité, cette discussion n'a pas été. En réalité, même si vous essayez de voir l'année dernière, en réalité, pour renouveler les mandats de la MINUSMA, il y a eu 13 voix pour et puis 2 voix contre, dont la Russie et puis la Chine, qui aujourd'hui sont les partenaires pratiquement privilégiés du Mali. Donc, en fait, il y avait aussi les Gabon et puis la Chine qui disaient que en fait, cela ne répondait pas du tout à l'aspect sécuritaire du Mali. Donc, en fait, il fallait voir ça. Et surtout que ça pouvait toucher, il y avait certaines injonctions qui pouvaient toucher un peu à l'intégrité, à la souveraineté du Mali. Donc en fait, c'est que le Mali peut demander un peu disons le départ, mais en fait la question qu'on se pose, mais est-ce que en fait au jour d'aujourd'hui demander le départ de la MINUSMA est pratiquement ferait l'affaire du Mali en tant que tel? C'est ça en fait, c'est ça la vraie question en réalité. C'est pas si le Mali peut le faire ou pas, parce que si la MINUSMA venait à partir, c'est vrai que la MINUSMA ne répond pas aux besoins aujourd'hui du Mali. Le besoin que le Mali a aujourd'hui, la MINUSMA ne répond pas à ça. Mais est-ce que le départ de la MINUSMA précipité ne serait pas du tout un autre problème qui créerait un peu, facilitera ou bien anticipera un peu la chute d'un pays? Et c'est ça, en fait, c'est ça en fait, ce sont des questions qu'on se pose d'une manière quand on essaie de voir. Donc, en fait, parfois, il faut un peu sortir du débat de la passion d'une manière. C'est vrai, ce qu'on souhaite, c'est ça, en fait. Mais est-ce que si
on n'a pas ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on doit faire d'une manière? Et si les autorités disent que tout ce que les Nations Unies ont proposé ne correspondent pas aux attentes du Mali, oui. Est-ce à dire que le Mali veut maintenant, si ces décisions ne sont pas appliquées, demander le retrait de la MINUSMA? Je ne pense pas que les autorités, je pense que les autorités d'une manière, certainement, ils ne sont pas contents, elles ne sont pas contentes de cette décision un peu, de la proposition qui serait faite en juin pour le renouvellement, mais je ne suis pas sûr que, les autorités demanderaient un peu le départ de la MINUSMA. Je pense que le départ de la MINUSMA est plus demandé par ceux qui sont un peu qui ne sont pas pratiquement au contrôle du pouvoir. Parce que quand tu essaies de voir un peu le pouvoir au sein du pouvoir, il y a des décisions qui ne se prennent pas à la hâte. Il faut réfléchir mûrement pour les prendre. Et donc, moi, personnellement, je dirais que les autorités ne demanderaient pas le départ de la MINUSMA. Les autorités maliennes demandent à ce que la dimension sécuritaire soit prise en compte dans le mandat de la MINUSMA. Il y a un soutien logistique, en carburant, en ration alimentaire, en évacuation médicale et en renseignement de pharma. Cette demande peut-elle être satisfaite? Ce sont pratiquement, je pense que ce sont des demandes qui sont pratiquement satisfaites au jour d'aujourd'hui. Pour ce qui concerne un peu l'évacuation, ça c'est déjà fait, c'est des trucs qui se fait pratiquement tous les jours. L'approvisionnement en carburant, ça s'est fait, même si on n'en parle pas, mais ça s'est fait en réalité. La MINUSMA appuie par rapport à ça. Le transport, la MINUSMA appuie par rapport à ça. Et la MINUSMA, qu'on le veuille ou pas, est devenu ainsi aussi pourvoyeur d'emplois au Mali. Donc, il y a certains côtés, pratiquement, par exemple, le côté humanitaire, réhabilitation des trucs, que la MINUSMA fait, tous les jours. Mais c'est qu'on veut plus, Nous, on veut plus, on veut la sécurité. Mais en réalité, il y a certaines choses qu'au jour d'aujourd'hui, l'État ne fait pas, la MINUSMA s'en occupe. Donc, il faut reconnaître ça. D'accord. Le Mali exige par contre que la mission s'abstienne sur ce qu'il qualifie de la politisation et de l'instrumentalisation de la question de droits de l'homme. Comment concilier les deux positions? Concilier ces deux positions s'avérerait très difficile. Parce que quand tu essaies de voir, pour emboîter un peu le pas de mon très cher ami, M. Keïta. Vous savez, l'une des causes ayant motivé la sortie du secrétaire général pour essayer de réadapter ou bien de faire des propositions concernant le mandat à attribuer à la MINUSMA trouve d'une part son fondement dans la publication du fameux rapport qui accablait l'armée malienne. Vous avez vu. Donc, il y a une campagne médiatique, une cabale médiatique contre les autorités de la transition, contre les forces de défense et de sécurité, surtout en matière des droits de l'homme. Maintenant, donc vous êtes en train de dire que cette pression des autorités maliennes a un lien avec les événements de Moura? Bien sûr que oui. Parce que si vous voyez qu'aujourd'hui, ce rapport a été publié à 1 mois du renouvellement du mandat, premier élément. Deuxième élément, et après la publication du rapport, on voit encore des organisations internationales des droits de l'homme à l'échelle internationale, et c'est-à-dire qui sont en train de demander aujourd'hui à ce qu'on ouvre des enquêtes par rapport à cette situation macabre. Et troisième élément, dans la même lancée, vous voyez encore le secrétaire des Nations Unies en train de faire encore des propositions. Ça veut dire quoi? Ce fameux rapport constitue ce qu'on appelle une épée de Damoclès sur la tête des autorités de la transition. Et c'est pour cette raison que le ministre des Affaires étrangères est sorti en mettant en branle tous les arguments qui ont été portés par les enquêteurs du Haut Conseil des droits de l'homme. Voilà. Donc, moi, je pense très sincèrement que dans ce contexte, il y a une dichotomie totale entre les autorités de la transition et
les Nations Unies. Et s'il y aura conciliation, ou bien s'il y a une alternative, je pense que la conciliation devrait venir de la MINUSMA. Soit elle serait obligée d'accepter les conditions qui ont été proposées par les autorités de la transition, sinon elle aura affaire avec la population. Parce qu'il est très difficile, si la MINUSMA a dans son mandat de protéger les populations civiles et que ces mêmes populations sont contre elle, alors... Dans ce cas, ça crée le cafouillage. Dans ce cas, la MINUSMA est-elle capable de gérer la pression accrue des autorités maliennes? La MINUSMA serait obligée de s'y soumettre aux injonctions du gouvernement. Parce que je vais vous donner juste un petit exemple. Si le gouvernement reste dubitatif sur cette question et qu'on renouvelle par exemple le mandat de la MINUSMA en l'état, et que à partir de juin prochain, et que la MINUSMA a encore commencé à faire ses travaux, vous allez trouver que la population, il y a une frange des populations qui est contre elle. Ça va créer quoi? Du cafouillage. C'est pourquoi elle est aujourd'hui, et elle comprend aujourd'hui les enjeux qui sévissent au Mali ici. Voilà. Bakabeni Keïta, comment on appelle la situation, le fait de demander à la MINUSMA, la pression que le Mali mette à la MINUSMA, a-t-elle un lien avec les événements de Moura? Oui, il y a le tout est lié, mais en attendant, je voudrais dire à mon cher ami Alpha Koina, vous savez, certaines décisions politiques sont urgentes. Et vous demander le départ de la MINUSMA précipitamment a des conséquences. Mais dans la vie, on ne pose aucun acte qui n'a pas de conséquences. Il n'y a pas d'acte qu'on puisse poser qui n'a pas de conséquences négatives. Et simultanément, si on l'a posé dans le sens à nuire, vous allez vous rendre compte qu'il y a des conséquences positives également qui sortent de cet acte-là. Donc c'est pour vous rassurer qu'il faut s'assumer. C'est pourquoi je parle de courage politique. Donc à un moment de la vie de la nation, il faut prendre certaines décisions. Lorsque le général de Gaulle s'engageait pour son pays dans la résistance, il n'avait aucune garantie qu'il pouvait réussir. Donc c'est ça, la politique est de l'ordre de ce que j'appelle l'imprévisibilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas finir de calculer. Il faut s'assurer que toutes les conditions soient réunies pour que lorsque la MINUSMA parte, il n'y ait pas de problème. Vous ne finirez pas de calculer. Mais ça, c'est un. Deuxièmement, ce que je voudrais aussi dire, les gens disent que lorsque la MINUSMA parte, il y a des problèmes. Mais c'est ce qu'on avait dit au temps de Takuba aussi. On a dit ici que lorsque la France va partir là, mais le Mali va disparaître sur la carte mondiale. Mais le Mali est toujours là. Le Mali a été là, il sera là, sans la France. Et le Mali sera là, sans la MINUSMA. Parce que le Mali a existé avant la MINUSMA. Donc moi, je pense que c'est des idées qu'on essaie de distiller dans l'opinion pour faire peur aux gens. Ce qu'ils appellent les promoteurs de la peur. Donc ils font peur aux gens, comme quoi c'est la MINUSMA qui fait que les Maliens étaient là avant la MINUSMA. Il y a des problèmes évidemment. Vous ne trouverez aucune société, vous ne trouverez aucune société sur Terre où il n'y a pas de problème. Donc les problèmes sont inhérents à la vie des sociétés, des communautés. Des problèmes, il y en aura bien entendu. Donc c'est aux Maliens de gérer ces problèmes. Mais ça sera une grosse erreur. Je terminerai avant de vous laisser poser votre question. Je terminerai là. Ça sera une grosse erreur pour moi de la part des autorités maliennes et du peuple malien. Parce que les décisions également que les autorités veulent ou pas, c'est le peuple malien qui est le dernier détenteur du pouvoir. Si les Maliens veulent que la MINUSMA parte, même si les autorités ne veulent pas, elles vont prendre cette décision. Et donc, je pense que ça va être une erreur de leur part de s'engager. Parce que vous constatez le fait aussi que nous sommes à l'approche également des élections, des échéances électorales. Donc, la MINUSMA demande, les Nations Unies demandent de transformer donc, la mission. Au lieu d'une mission chargée donc, des objectifs sécuritaires, on va à une mission chargée d'objectifs politiques. Alors, donc ça, c'est... Vous voyez, il y a des exemples dans l'histoire. Vous aurez toujours la parole. Concrètement, que disent les textes concernant le retrait des Nations Unies dans un pays?
Bon, enfin, je ne suis pas juriste, mais ce que je ne pourrais pas vous donner d'éléments de réponse juridique, mais ce que je peux vous dire, donc, parce que je suis analyste politique, ce que je peux dire à ce niveau, c'est que ces missions sont de l'ordre du politique. C'est des décisions politiques qui ont été prises pour que l'aménagement soit là. Et donc, c'est des décisions politiques, c'est une décision politique également qui peut faire partir l'aménagement. Il n'y a pas de... moi, j'ai tout le temps dit ça, avec tout le respect que j'ai pour mes amis juristes là. Vous savez, je dis que oui, le droit prospère là où, évidemment, il est en paix avec la politique. Mais là où la politique se met en colère contre le droit, mais là, le droit sort par la fenêtre. Il sort par la fenêtre. Il ne sort même pas par la porte, il sort par la fenêtre. C'est-à-dire qu'il ne s'asseye pas lorsque, dans un endroit où le politique grogne contre le droit. D'accord. Alors, je reviens à M. Koina. Comment combler le vide si, au cas où l'aménagement venait à partir? Alors, M. Meguia, juste avant de partir, en fait, de répondre à votre question, je souhaiterais un peu préciser une chose. Alors, le fait de dire que si l'aménagement, je ne pense pas que l'aménagement, les autorités demanderaient le départ de l'aménagement. Cela ne veut pas dire qu'en réalité, j'ai des doutes par rapport à ce que l'armée pourrait faire. C'est juste que moi, ce que je constate plus, c'est qu'en réalité, le mandat de l'aménagement s'applique plus en réalité dans le centre et dans le nord du pays. Donc, il est tout à fait normal qu'au sud du pays, surtout au Bamako, que les gens ne sentent pas un peu, disons, la présence de l'aménagement. Et le plus souvent, malheureusement, ici à Bamako, on est resté dans la logique que le bruit fait à Bamako, c'est ce qui représente un peu le Mali. Ce n'est pas le cas. Il faudra bien qu'on se rende compte de cela. Ce que le Mali, c'est 1 241 238 km². Il y a d'autres populations aussi qui ont d'autres appréciations sur le truc et où en fait, le projecteur n'est pas sur ça. Donc en fait, il serait intéressant un peu de demander à ces personnes-là. Parce que si on demande le peuple, le plus souvent, les gens pensent que le peuple, c'est Bamako seulement. Bamako, c'est pas seulement le peuple. Et surtout, en fait, c'est que le plus souvent, on dit, il y a un proverbe qui dit un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Donc je vous laisserai un peu le moment de le voir. Et pour ce qui concerne un peu le départ de l'aménagement, moi je dirais en fait, c'est qu'il y a dans toute chose en fait il peut y avoir des problèmes. Certainement, c'est sûr, c'est vrai. Mais il serait aussi plus intelligent un peu de préparer en fait. La politique aussi, c'est l'anticipation sur certaines choses. Donc en fait, on ne prend pas les décisions, disons, sur l'émotion. Donc il est important, il est primordial en fait aux autorités de penser beaucoup à ce qui serait fait. C'est vrai qu'en fait, on a joué à certains échecs qui ont beaucoup marché. Mais il est important aussi de prendre l'avis des autres et puis de bien réfléchir sur ce qu'il faut faire. Y a-t-il une chance que la mission de l'aménagement soit renouvelée le 30 juin prochain? Moi, personnellement, si tu me demandes de parier, je parierais pratiquement 70-30 que la mission serait renouvelée. D'accord. 30 à 70% que la mission soit renouvelée. Est-ce que vous partagez? Est-ce qu'il y a une chance que cette mission soit renouvelée le 30 juin prochain? Dire qu'il y a une chance à ce que le mandat soit renouvelé, ça serait très difficile. Parce que nous sommes actuellement dans une cacophonie totale. Si vous voyez que le ministre des Affaires étrangères est sorti, ça veut dire d'une part que lui, dans sa tête, il pense qu'il peut trouver des compromis avec l'aménagement. Si vous voyez aussi que la population, je ne dis pas la population, mais qu'une frange partie de la population, si est en train de sortir pour crier le départ de l'aménagement, ça veut dire que la conciliation est pratiquement très difficile. D'accord. On va donner 20 secondes à Bakabegny Keïta de donner aussi son avis sur la question. Est-ce qu'il y a une chance que le mandat soit renouvelé? Bon, moi je pense qu'après tout ce qu'on a vécu, après tout ce qui est, à la lumière de tout ce qui est en cours en ce moment comme tractation,
entre les Nations Unies et le Mali, moi je ne pense pas que le mandat va être renouvelé. Et si le mandat sera renouvelé, ça va être quand même une très grosse erreur pour les autorités maliennes. D'accord, si le mandat venait d'être relevé, ça pourrait être une grosse erreur des autorités maliennes. C'est sur ce mot de Bakabini Keïta que prendra fin ce grand dialogue qui réfléchissait sur l'avenir de l'aménagement au Mali. Et nous étions avec Alpha Al-Hadi Koïma, géopolitologue et expert de groupes extrémistes au Sahel, Bakabini Keïta, directeur de l'Observatoire du pouvoir et de la société, Paul Oula, analyste sécuritaire et consultant et chercheur. À la présentation, je suis Mrana Kilomaïga. À la régie vidéo, Gagné Kanté, et la mise en onde a été assurée par Fili Dambélé. La coordination a été assurée par Sekou Gadjigo. Merci de l'avoir suivi.